Les appels du président Zelensky pour plus d'armes sont entendus. Le Canada annonce à son tour la fourniture de chars lourds à l'Ukraine. L'Ukraine brandit la menace du boycott face à une éventuelle participation des athlètes russes et bélarusses aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. L'ambassade d'Azerbaïdjan en Iran a été attaquée par un homme armé ce vendredi. Un employé de la représentation diplomatique a été tué. À l'occasion de la journée internationale des victimes de la Shoah, l'Allemagne a mis l'accent pour la première fois sur le sort des victimes LGBT+, persécutées par les nazis. Les Occidentaux continuent de répondre à l'appel du président Zelensky. Au lendemain des violentes attaques contre Kiev, le Canada se joint à l'initiative et annonce qu'il fournira 4 chars Léopard à l'Ukraine. L'Allemagne et le Royaume-Uni comptent livrer au printemps les premiers chars qu'ils ont promis. Le président Zelensky a remercié ses alliés. Il s'agit, dit-il, d'une étape importante pour la victoire finale. Mais de relever que la clé du succès était désormais la vitesse et le volume des livraisons, Kiev demandant des centaines de blindés. La France fournira elle aussi des chars à l'Ukraine. Nous avons d'ores et déjà livré de l'artillerie, des munitions, des véhicules de l'avant blindé et annoncé au tout début du mois de janvier que la France fournira des chars AMX-10. Des frappes russes ont visé la région d'Odessa quelques heures avant la visite de la chef de la diplomatie française. Catherine Colonna a rencontré son homologue dans cette ville récemment inscrite sur la liste du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO. Une journée scolaire normale, malgré la guerre et les bombardements fréquents. Dans ce quartier de Kiev, ces jeunes Ukrainiens de primaire continuent de se rendre à l'école plusieurs jours par semaine. Au programme de cet après-midi, la confection de confitures de sorbe qu'ils ont cueillies quelques heures plus tôt. Les pots sont ensuite envoyés aux soldats sur le front. Nous avons un camarade de classe dont le père est au front. Nous allons donc lui envoyer la confiture que nous préparons. Dans la classe juste à côté, les élèves fabriquent des bougies pour éclairer les soldats dans les tranchées. Ils contribuent ainsi à leur manière à l'effort de guerre. À plusieurs centaines de kilomètres de là, dans les villages proches de la ligne de front, les enseignants et les élèves ont dû s'adapter à des conditions encore plus difficiles. Cette école, dans l'oblast de Donetsk, sous contrôle ukrainien, a été touchée par les bombardements russes. Pourtant, cet instituteur continue d'y faire cours. Lorsque l'école a été détruite, j'ai décidé de donner des cours à domicile aux élèves afin qu'ils interagissent entre eux. C'est mieux de donner des cours en personne plutôt que des cours en ligne. L'année scolaire continue malgré la guerre. Selon les Nations Unies, plus de 600 000 enfants ukrainiens suivent actuellement leur éducation dans un pays voisin. L'Ukraine menace de boycotter les Jeux Olympiques 2024 à Paris si le CIO décide d'autoriser les athlètes russes et bélarusses à y participer. C'est le ministre des Sports ukrainien Vadim Goudzeit qui l'affirme. Sur Facebook, il indique que son pays continue à faire tout ce qu'il peut pour empêcher les sportifs russes et bélarusses de se rendre à des compétitions internationales. Il ne peut y avoir d'accord avec des représentants de pays terroristes, dit-il. Une réaction qui fait suite aux déclarations mercredi du Comité olympique international, affirmant qu'il fallait davantage explorer les moyens d'autoriser ces sportifs russes et bélarusses. Aucun athlète ne devrait être interdit de compétition sur la seule base de son passeport, estime le comité. Une position vivement dénoncée par Kiev, mais aussi par plusieurs autres pays, dont la Lituanie. Écoutez ce champion de lutte. La plupart des athlètes russes soutiennent l'agression en cours. Ils participent à des défilés, soutiennent la guerre dans les médias sociaux. Je ne vois pas comment un Ukrainien dont la famille est peut-être blessée ou souffre pourrait aller affronter un Russe. Certaines voix, dont la maire de Paris, Anne Hidalgo, plaident pour une participation des athlètes russes, mais sous bannière neutre. L'ambassade d'Azerbaïdjan en Iran a été attaquée par un homme armé ce vendredi. Un employé de la représentation diplomatique a été tué et 2 gardiens blessés.
L'assaillant que l'on voit ici à son arrivée devant l'ambassade serait un Iranien marié à une Azerbaïdjanaise. Il a été arrêté par la police. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'agresseur aurait évoqué comme motif des problèmes personnels et familiaux. C'est ce qu'a indiqué la télévision iranienne. L'homme prétendrait que son épouse est retenue à l'ambassade depuis 9 mois. Bakou a aussitôt réagi. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev parle de terrorisme et réclame une enquête rapide après cette attaque qui a coûté la vie au chef de la garde de la mission diplomatique. Pour le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères, toute la responsabilité de l'attaque repose sur l'Iran. Les relations entre Bakou et Téhéran sont traditionnellement délicates, l'Azerbaïdjan turcophone étant un proche allié de la Turquie, une rivale historique de l'Iran. Des frappes israéliennes cette nuit sur la bande de Gaza. C'est la réponse de l'État hébreu à des tirs de roquettes un peu plus tôt en provenance du territoire palestinien. L'armée israélienne dit avoir visé des infrastructures du Hamas au pouvoir à Gaza. Aucune victime n'a été signalée. Les tirs de roquettes palestiniennes n'ont pas été revendiqués, mais les groupes armés palestiniens avaient promis de répondre aux raids israéliens de jeudi matin dans le camp de réfugiés de Jénin, en Cisjordanie. Le djihad islamique était la cible de cette incursion militaire, car selon Tsahal, elle planifiait une attaque en Israël. Au total, 9 Palestiniens ont péri au cours de cette opération. Un 10e a été tué par des tirs israéliens près de Ramallah. L'autorité palestinienne a dénoncé un massacre et annoncé mettre fin à la coopération sécuritaire avec Israël, une première depuis 2020. Le second tour des législatives anticipées a lieu ce dimanche en Tunisie. Tout l'enjeu reposera sur le taux de participation, car au premier tour, il n'était que de 11%, soit la plus forte abstention depuis la révolution de 2011 qui a fait chuter le dictateur Ben Ali. Il faut dire que les Tunisiens sont appelés à élire les membres d'un nouveau parlement au pouvoir très limité. La formation de l'Assemblée est l'une des dernières étapes d'un système où le président Kais Saied concentre tous les pouvoirs. Comme au premier tour, l'opposition appelle à boycotter le vote. Dans la rue, les avis sont mitigés. La population désabusée a vu son pouvoir d'achat plonger et subit des pénuries. Oui, j'ai l'intention d'aller voter. Je veux que la situation change. Je veux pouvoir trouver du café, du sucre. Où sont ces produits? Où est le thé? Où est l'huile? Non, je n'ai pas l'intention d'aller voter, dit cette autre Tunisienne. La situation est de pire en pire avec des gens qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts et jamais aux nôtres. Non, je n'irai pas voter car j'habite loin, à Bir El Kassa. Et en plus, je n'arrive plus à faire confiance à quiconque. Je ne voterai pour personne. Face aux crises politiques et économiques, 4 organisations ont lancé une initiative, la centrale syndicale UGTT, la Ligue des droits de l'homme, l'Ordre des avocats et l'ONG FTDES. Ils entendent élaborer un plan cohérent et indépendant pour, disent-ils, sauver le pays. L'émoi à Idlib en Syrie, avec un drapeau suédois en feu. Nouvelle réponse face à l'affaire du Coran brûlé dans une manifestation d'extrême droite organisée à Stockholm samedi dernier. Car des scènes identiques secouent le monde musulman depuis. Lundi, des centaines de personnes se sont notamment rassemblées au Pakistan et en Irak pour exprimer leur indignation face à ce qu'ils considèrent comme une provocation. À l'occasion de la journée internationale des victimes de la Shoah ce vendredi, le Parlement allemand a mis l'accent pour la première fois sur le sort des victimes des nazis persécutées en raison de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle. Beaucoup de gens en Allemagne pensent que nous avons assez parlé de la Shoah. C'est faux. Nous ne pouvons pas tirer un trait sur tout cela. Rosette Katz, néerlandaise de confession juive qui a survécu à la Shoah, s'est exprimée dans l'hémicycle. Ses parents ont péri à Auschwitz. Ce que j'ai dû apprendre petite, c'est ce que de nombreuses personnes appartenant aux minorités sexuelles et de genre ont dû apprendre avant, mais aussi malheureusement après 1945. Cela rend les gens malades d'avoir à se cacher et à se renier. Les députés allemands organisent chaque année depuis 1996 une cérémonie solennelle pour marquer l'anniversaire de la libération du camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau.